De Jérôme Fourquet, comme le titre l'hebdomadaire Le Point. Dans une étude pour la Fondation Jean Jaurès, le politologue montre comment et pourquoi la classe moyenne est en train de s'effondrer, d'où en partie les populismes, d'où en partie les gilets jaunes. Et c'est cette analyse qui va de Lidl en passant par le smartphone et le Bon Coin que nous allons découvrir maintenant avec son auteur. Bonsoir Jérôme Fourquet, soyez le bienvenu. Directeur du département opinion de l'IFOP, et vous avez publié il y a quelques mois l'Archipel français, qui était un livre assez saisissant aussi sur l'évolution de la société française. On a eu l'occasion de vous recevoir aussi. D'abord, je vous propose de faire comme la dernière fois, comprendre l'essentiel de votre étude et le comprendre de façon la plus pédagogique possible. Voici les indispensables avec Jennifer Knock. Bonsoir Jennifer. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que nous apprend cette étude? Eh bien que c'est la fin d'un rêve, celui des 30 Glorieuses, où la société de consommation était pleine de promesses et la classe moyenne n'aspirait qu'à s'étendre et à s'enrichir. À l'époque, Valéry Giscard d'Estaing estimait même que 2 Français sur 3 appartenaient à cette classe moyenne. Une classe sociale qui était au centre de toutes les attentions, des hommes politiques bien sûr, mais aussi des publicitaires. Chaque foyer se devant d'avoir son aspirateur, sa machine à laver, son foyer douillet. Écoutez cette campagne de pub comme une ode à la consommation. We must produce the goods. Steady production now, and fill the shops again with the things we all want. Campagne anglaise donc. Exactement, mais pour toute une partie de la classe moyenne, ce rêve s'est brisé, c'est ce que montre votre étude. Alors, qui est concerné? Eh bien, ce sont surtout les Français qui ont été touchés de plein fouet par la désindustrialisation. Ce sont souvent des Français qui travaillent dans des secteurs liés à la logistique et au transport, des caristes, des préparateurs de commandes, des livreurs, mais aussi des chauffeurs routiers. Les femmes, elles, sont souvent femmes de ménage, assistantes maternelles, aides-soignantes, salariées dans des EHPAD. Autre caractéristique de cette classe moyenne, ce sont aussi des Français très dépendants à la voiture. En 1975, ils étaient 44% des Français actifs à travailler hors de leur commune de résidence. Regardez, ce chiffre a explosé. Il est passé à 64% en 2013 et la distance parcourue, elle, a doublé de 7 km parcourus en moyenne en 1975 à 15 km en 2013. Là, on est au cœur de la problématique des gilets jaunes. Effectivement. Alors, on sait que les salaires, globalement, ils n'ont pas vraiment baissé toutes ces années, ces dizaines d'années précédentes, que les revenus se sont à peu près maintenus. Alors, pourquoi et comment expliquer ce décrochage, Jennifer ? Alors, 3 explications. La première explication, elle est sociologique. C'est le taux de divorce qui n'a cessé d'augmenter. Ça concerne aujourd'hui 45% des mariages en France. Et ça explique qu'il y ait de plus en plus de familles monoparentales. Ce sont souvent des femmes seules. Et l'INSEE a montré qu'un tiers d'entre elles vivaient sous le seuil de pauvreté. Oui, je vous interromps parce qu'un divorce, ce sont 2 maisons, 2 voitures, 2 équipements électroménagers, bref, tout est multiplié par 2 pour un revenu qui, par définition, reste à peu près le même. Et parfois, pour les femmes, pas de pension alimentaire versée. Et parfois, Comme on la l'a vu question au moment de des la crise des des pensions Gilets alimentaires. La deuxième raison, Jennifer. Eh bien, la deuxième explication, ce sont les nouvelles technologies. Ce sont nos standards de consommation qui ont beaucoup changé et qui n'ont cessé de s'élever, avec notamment les télés à écran plat, les ordinateurs, mais surtout les smartphones. On sait que les Français dépensent en moyenne 326 € pour acheter un smartphone et que l'abonnement téléphonique, c'est en moyenne 18 € par mois. Et on peut considérer que c'est devenu un besoin primaire d'avoir un téléphone de ce genre, parce que sinon, on est largué, on n'est plus en communication avec le reste, avec les autres. Jennifer, la troisième raison. La troisième raison, c'est le marketing, la dictature des marques. Vous citez notamment en exemple les émissions de rénovation d'appartements comme celle de Stéphane Plaza, qui cartonne à la télé et qui consiste à redécorer sa maison. Ce sont souvent des cadres supérieurs qui participent à ces émissions et le prix moyen des logements présentés s'établit à 350 000 €. Pour vous, ces émissions excluent donc toute
toute une partie des Français et nourrissent un sentiment de déclassement, de paupérisation chez les classes moyennes les plus modestes. C'est ça, et c'est ça qui est passionnant dans cette étude, c'est qu'effectivement, au-delà du revenu lui-même et des données objectives, on est beaucoup dans la psychologie, de la psychosociologie, c'est-à-dire on se compare aux autres, on veut en être, et ça nourrit un sentiment de déclassement quand on ne peut pas en être. Et cette classe moyenne en difficulté, ce que montre aussi votre étude, Jérôme, Jennifer, c'est que du coup, elle vit dans une sorte de monde parallèle de consommation, et là, c'est assez frappant, les informations données. Oui, en fait, il y a 40 ans, on consommait tous à peu près pareil. C'était l'autoroute de la consommation avec des hypermarchés comme Carrefour, Auchan, Monoprix, Leclerc. Mais pour beaucoup de Français aujourd'hui, ces hypermarchés sont devenus des magasins de luxe. Et oui, des magasins de luxe. Et les Français développent des circuits secondaires de consommation avec notamment des enseignes hard discount comme Lidl ou Netto. Désormais, toute une partie de la classe moyenne fait ses courses dans ces enseignes à bas prix qui se sont implantées dans le paysage français. Autre exemple, ce sont les magasins Jiffy, des magasins low cost de décoration d'intérieur qui se multiplient comme des petits pains. Regardez, il n'y avait qu'un magasin Jiffy en France en 1981. En 2016, il y en avait 427. De plus en plus de Français se rendent aussi dans les magasins de déstockage ou de vente de produits d'occasion, comme Stockomanie, Cash Converter ou encore Nose Déstockeur. En manière de voiture aussi, eh bien, les modes de consommation changent. Le succès foudroyant de Dacia en témoigne, avec des modèles comme la Logan, le Sandero ou le Duster, autour de 10 000 € à l'achat. Les ventes annuelles de Dacia ont été multipliées par 14 en France entre 2005 et 2018. Enfin, il existe un site internet qui résume à lui seul cette nouvelle économie de la débrouille. C'est Le Bon Coin. Ce site de petites annonces facilite les ventes de seconde main. Et c'est très frappant, mais votre étude montre qu'on peut établir un lien très solide entre le niveau d'adhésion au mouvement des Gilets jaunes et la fréquentation du site du Bon Coin. 67% des Français qui se sentent Gilets jaunes et qui ont participé aux actions se rendent souvent sur Le Bon Coin. C'est un peu moins, 42% pour les Français qui n'ont pas participé aux actions, mais qui ont affiché un gilet jaune sur leur pare-brise. Cette proportion tombe même à 34% pour les Français qui ne sont que solidaires avec le mouvement. Quant aux Français qui ne se sentent pas gilets jaunes, eux ne sont que 30% à aller sur Le Bon Coin. Et voilà d'ailleurs, d'après vous, le nouveau clivage qui partage la France. D'un côté, Le Bon Coin, on l'a vu, site préféré des Gilets jaunes, qui incarne la proximité, l'entraide et la débrouille. De l'autre, Amazon, ennemi des Gilets jaunes, qui incarne la ville, les bobos et les nantis. Amazon, d'ailleurs, qui avait cristallisé les colères pendant la crise des Gilets jaunes. Rappelez-vous notamment le 22 décembre, il y avait eu une action commando contre la plateforme Amazon de Montélimar, mais aussi le 16 février à Toulouse. Ce n'est pas un hasard non plus si les Gilets jaunes ont souvent bloqué des hypermarchés, comme sur ces images. Enfin, on va souligner le dernier point inquiétant de votre étude, en guise de conclusion, c'est que les Français sont de plus en plus endettés. Voilà ces statistiques de la Banque de France. Les crédits à la consommation se sont multipliés en l'espace de 25 ans. C'était 57 millions d'euros en 1993. C'est 180 millions, pardon, c'était 57 050 millions d'euros. 57 milliards. Alors, attendez. 57 milliards. 57 milliards, voilà. milliards, pardon. Et c'est 180 795 milliards en 2018. L'endettement apparaît souvent comme le dernier recours, quand même l'économie de la débrouille a atteint ses limites. C'est ça, on est passé de 57 à 180. Merci Jennifer. Alors, c'est assez fascinant de mesurer les évolutions politiques rapportées à la fréquentation du site Le Bon Coin, mais il y a plein d'exemples comme ça dans ce rapport. Globalement, Jérôme Fourquet, est-ce que vous pensez que ces évolutions expliquent la crise sociale dans laquelle on est, les gilets jaunes, voire les populismes ? Une partie. Alors attention, c'est pas toute la classe moyenne qui a explosé. Si on prend une métaphore, une image de cyclisme, c'est comme si le rythme du peloton s'était accéléré et que la fin du peloton était en train de décrocher. Or, c'est problématique parce que dans une société comme la nôtre, qui est devenue une société de consommation, la capacité d'acheter et ce que nous achetons vous définit. Et donc, ça, c'est incroyable. Si, vous l'avez entendu sur les ronds-points, des gens vous dire « je travaille et ma femme également, mais on ne peut plus partir en vacances. Je ne peux plus m'offrir un petit extra. On ne peut plus aller au cinéma ou emmener les enfants au restaurant. » Et tous ces petits extras, cette capacité à partir en vacances, signent le degré d'intégration à la classe moyenne. Et pour ces Français qui travaillent et qui regardent ceux qui bénéficient des minima sociaux, qu'ils appellent les cassos, les cas sociaux, eh bien si on ne peut plus
acheter cela, accéder à cela, ça veut dire qu'on est en train de tomber, on est en train de chuter. Alors, ce n'est pas toute la classe moyenne, mais c'est une bonne partie. Les 30 Glorieuses, c'est l'historien et sociologue Henri Mandras qui l'explique, avait permis, avec la société de consommation, le modèle fordiste, l'industrialisation du pays, d'arrimer à la classe moyenne toute une partie des catégories populaires. Et cet arrimage se faisait sur le mode de la consommation. Tout le monde allait dans la grande surface. Et progressivement, une partie, le bas de la classe moyenne, les segments les plus fragilisés, alors pas simplement pour des raisons économiques, on a parlé des femmes, des mères célibataires, on a parlé des gens qui sont de plus en plus dépendants de la voiture, donc les dépenses contraintes augmentent. Vous avez des segments du bas de cette classe moyenne qui sont en train de décrocher et qui le ressentent extrêmement douloureusement. Beaucoup vous disent, enfant, j'allais tous les étés en vacances avec mes parents, moi aujourd'hui, je ne peux plus emmener les miens. Que s'est-il passé? Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'emplois industriels où il y avait un taux de syndicalisation assez élevé, des gains de productivité qui permettaient des hausses de salaire, ont été remplacés par des emplois assez peu qualifiés, assez peu rémunérés dans les secteurs qu'on a évoqués tout à l'heure, qui ne permettent plus aujourd'hui objectivement, non pas de vivre, mais d'accéder aux standards, au way of life de la classe moyenne française. Mais ce qui est intéressant, c'est ça qui crispe les choses. Alors on va parler des smartphones, vous pourrez parler de l'équipement de la maison, la cuisine américaine, parler des 2 voitures, etc., etc. On peut multiplier les exemples et ce reste à vivre, une fois que toutes les dépenses contraintes ont été payées, a fondu comme neige au soleil. Le lot des dépenses contraintes a beaucoup évolué, il a beaucoup augmenté, effectivement, l'électronique, les 2 voitures quand il y a des divorces et le reste. Mais ce qui est frappant dans votre étude, c'est que finalement, on a l'impression que la consommation, malgré tout, est devenue presque parfois un fétichisme des marques. C'est-à-dire, si on n'est pas accès à certaines des marques, eh bien, on n'est rien du tout. Et ça nous a rappelé, mais je voulais vous demander votre avis, ces images de janvier 2018, qu'on a presque oubliées. Ces images, c'était... Alors, là, c'est un autre exemple, mais je voudrais qu'on voit d'abord ces images de janvier 2018. C'était, vous savez, la ruée vers le Nutella. Il existe bien sûr des pâtes à tartiner beaucoup moins chères que le Nutella, qui est une marque assez prestigieuse. Et là, on a vu des gens qui étaient prêts à se battre parce qu'il y avait une promotion importante sur le Nutella. Est-ce qu'on est là dans le syndrome que vous décrivez? Tout à fait. Et alors, le Nutella, c'est un exemple tout à fait parlant parce que le fétichisme des marques dont vous parliez, il est d'autant plus manifeste quand il s'agit de biens destinés à ses enfants. C'est-à-dire que si je ne peux pas acheter les Nike qui vont bien à mes enfants ou leur offrir pour 4 heures le Nutella, eh bien, quelque part, je manque à mes devoirs de bons parents dans une société de consommation. Vous faisiez référence à mon livre, L'archipel français, tout à l'heure, sur les évolutions historiques. Un des chapitres, je dis, nous sommes passés de la messe dominicale au dimanche chez Ikea, en l'espace de 50 ans. Et donc, ce poids de cette consommation est devenu tout à fait important. Alors, beaucoup de Français très pragmatiques de ces milieux ont développé des stratégies de débrouille pour, avec le budget contraint qui est le leur, essayer de se maintenir dans le peloton. Et c'est-à-dire que, par exemple, on va aller faire ses courses chez Lidl pour toute une série de produits, mais on va garder un budget pour s'acheter l'iPhone ou les Nike, c'est-à-dire qu'on arbitre en permanence. On va aussi aller sur le Bon Coin, on va acheter une voiture, la deuxième par exemple, comme une voiture Duster ou Logan, qui, on le rappelle, était pensée par les stratèges de la marque aux losanges, Renault, pour aller conquérir les pays émergents. Aujourd'hui, c'est la 3e marque de voiture la plus achetée en France. Donc on voit bien le retournement de situation. Je vous donne la parole, Yael. Mais je voulais juste montrer l'extrait d'article du journal Le Monde qu'on voyait, qui était très frappant aussi, puisque c'était au cœur de la crise des Gilets jaunes. Et le journaliste du Monde était allé voir une famille, Arnaud et Jessica. Et puis, on détaillait les revenus de cette famille, 2 700 €. On voyait leurs besoins. Et finalement... Et l'homme était cariste. Voilà, exactement. Donc ça correspondait à presque votre portrait robot. Et la maman disait finalement, les enfants sont tellement méchants entre eux, s'ils ont des sous-marques, j'ai pas envie que leurs copains se moquent, et puis c'est mieux pour l'image. Autrement dit, cette famille se serrait la ceinture, cette famille manquait pour acheter des marques pour ses enfants. Ça avait provoqué une grosse polémique, beaucoup de courriers des lecteurs pour le journal Le Monde, et puis une contre-polémique, mais comment, mais si tout le monde a droit aux marques. On a presque l'impression que ça peut être sans fin. Parce que le standard de consommation, avec le marketing, la publicité, il va toujours être plus élevé et il va en falloir toujours plus. Si on n'a pas un sac Chanel, si on n'a pas, on va se considérer comme déclassé aussi. Nous, vous voyez, on retombe sur des questions plus politiques, mais sur la question du pouvoir d'achat. Quand le gouvernement dit on va lâcher 300 € de pouvoir d'achat en baissant les impôts,
vous voyez que, alors c'est toujours bienvenu pour des familles qui sont juste au niveau juste au-dessus du niveau de flottaison, mais voilà, le mode productif et le mode de consommation nous fait apparaître de nouveaux besoins. Presque une aliénation de la consommation. Regardez par exemple aussi ce qui s'est passé dans le domaine des vacances ou des loisirs. 30% aujourd'hui des places de camping sont occupées par des mobil-homes. Et donc pour toute cette France-là qui partait en vacances souvent en caravane ou en tente, le ticket d'entrée dans le camping, alors bien évidemment la prestation proposée est de meilleure qualité, mais le ticket est beaucoup plus cher. Et donc tout cela a été rehaussé de manière permanente, de manière plus ou moins volontaire. Et peut provoquer ce sentiment de... Et voilà, pas de toute la classe moyenne, mais d'une partie de cette classe moyenne qui dit on ne peut plus suivre. Yael puis Romain. Oui, alors deux remarques sur les émeutes Nutella. Il y a eu un temps de flottement après janvier 2018. Je me souviens des réseaux sociaux, énormément de moqueries aussi sur cet épisode qui avait été incompris à l'époque. On ne savait pas si c'était... Les gens se disputent pour du Nutella, enfin bon, il y a des choses plus essentielles dans la vie. Et on découvre que maintenant, après des études, après un peu de sociologie, d'enquête de terrain, ce que ça révélait, le ressort. Et ça montre bien. Je me souviens de ces commentaires sur les réseaux sociaux, la coupure qu'il peut y avoir aujourd'hui dans la société entre ceux qui regardaient ça de haut, de très haut, presque moqueurs, ne comprenaient pas, presque un racisme social, ne comprenant pas ce qui se passait dans cette classe moyenne inférieure, en tout cas dans ces archipels que vous mettez en avant dans votre étude. Appliqué à l'offre politique aujourd'hui, il y a une quête des partis politiques de coller maintenant à cette nouvelle sociologie. C'est ça qui est intéressant. Et on retrouve ce clivage insider-outsider ou enraciné-déraciné, c'est les termes un peu génériques qu'on retrouve dans votre enquête, dans l'affrontement actuel politique entre le Rassemblement national et la République en marche. Vous voyez, je parlais du Bon Coin tout à l'heure versus Amazon. Oui. Le Bon Coin, tout est dans le titre déjà, c'est-à-dire... c'est le localisme. C'est le localisme que Marine Le Pen a mis au cœur de sa campagne. Quand Lidl, aujourd'hui, sort du strict couloir du hard discount pour faire toute une campagne de promotion à la télé, mais aussi au Salon de l'Agriculture, en disant nous fournissons d'abord et avant tout chez des producteurs locaux. On a aussi toute une idéologie qui est sous-jacente, contre, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, beaucoup de gens dans les catégories populaires qui sont effectivement dans cette société de consommation et qui veulent en être, mais qui regardent aussi avec beaucoup de colère et de méfiance la grande distribution qui est accusée de faire des marges très importantes, de proposer ou de suggérer des besoins superflus et de creuser du coup ces écarts. Romain. Quand j'ai lu cette étude, l'article dans Le Point, pas toute l'étude, c'est une étude absolument magnifique, de choses qu'on a eu du mal à expliquer pendant toute cette crise des Gilets jaunes. En fait, on a été pollué par les vieux discours de Poutou, les vieux discours de Besancenot, les vieux discours de Mélenchon et d'Alexis Corbière qui ont essayé de nous faire croire à un immense mouvement social. Alors qu'en fait, au départ, mais vraiment au tout démarrage, les motards en colère et l'augmentation de l'essence font que des consommateurs deviennent en colère en disant... Et c'était Ingrid Levavasseur qui dit à votre émission, il me reste 20 € à vivre, pour vivre une fois toutes les dépenses contraintes. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à mes enfants, pour la marque, pour autre chose, Nutella ou des vacances. Il y a dans cette étude la façon dont vous reliez les ronds-points, le Bon Coin, et quelque chose que vous dites qui est les deux ronds-points zéro, c'est-à-dire le système de fonctionnement par les réseaux sociaux qui fait qu'il n'y a plus aucun intermédiaire. On n'accepte plus du tout et on veut être aussi riche que les autres, aussi bien que les autres. C'est-à-dire que le rêve de Giscard d'Estaing, grosso modo, il est détruit. Il s'auto-détruit, mais en fait, vous l'avez dit là dans la discussion, ce n'est pas toute la classe moyenne. L'ensemble de la classe moyenne reste un modèle, et donc c'est ressentiment, méchanceté, haine, virulence, mais la haine qu'on a vue sur Paris, la haine qu'on a vue à brûler les bagnoles parce que c'était des riches, parce que c'était des maisons tout le 8e, tout le 16e, la façon dont les vitrines sont cassées, il y a une haine, en disant c'est des choses qu'on ne peut pas obtenir. Et la société fait qu'on est déclassé et qu'on ne les obtiendra pas. On ne peut pas obtenir alors même que nous travaillons. Oui. C'est ça, parce qu'on dit, et c'est aussi un autre élément, on dit pourquoi les banlieues ne sont pas rentrées dans ce mouvement, parce que beaucoup de gens en banlieue sont déjà depuis longtemps
dans l'intégration, ils ont intégré le fait que la société de consommation, il n'y avait pas accès. Alors que cette France-là, elle est en train de prendre conscience que son accès est de plus en plus mis en question ou problématique. Et c'est ça qui, comme la consommation a pris une part psychologiquement très importante dans notre société... Oui, alors quand vous dites psychologiquement très importante, il me semble que beaucoup de choses sont là. Bien sûr. Qu'elle n'a pas pris une part excessive. Enfin, je ne sais pas si c'est sur ce terme. Non, je suis tout à fait d'accord. Beaucoup de choses sont là et ça dévoile un peu la logique perverse de la société de consommation à 3 niveaux. Parce qu'en effet, c'est sans fin. Il y a une première phase, on voit bien, d'homogénéisation dans ces 30 glorieuses, où pour vendre en masse, il faut que les comportements d'acquisition soient homogénéisés. Puis une fois que ça patine, il faut passer à l'étape suivante qui consiste à segmenter par catégorie de consommateurs et à rehausser les standards pour donner envie, pour attiser le désir encore plus. Donc en effet, psychologiquement, c'est sans fin, parce que aussi la société de consommation joue sur le désir, sur l'envie à satisfaire, que ça encourage donc des comportements individualistes qui ne vont faire qu'aggraver le problème, CF, le divorce de masse, qui engage ces situations de pauvreté, et parce que enfin, ça provoque une inversion des valeurs où le futile devient très important. Et quand je dis ça, c'est pas méprisant, c'est important en vrai pour les gens d'acheter des marques à leurs enfants. Et c'est important en vrai que les enfants, on se moque pas d'eux à l'école. Mais il y a quand même quelque chose de totalement absurde. Et on se souvient, pardon Julie, je vous complète, de la fameuse phrase de Jacques Séguéla, si on n'a pas une Rolex à 50 ans, c'est qu'on a loupé sa vie. Quand on parle de futile et d'important, voilà, il l'avait prononcé. C'était juste de la bêtise, mais... Alors, ou du second degré, je ne sais pas. Mais... Pour essayer de trouver quand même une lueur d'espoir dans tout ça, est-ce que vous avez réfléchi du coup au succès des thématiques écologiques et de décroissance dans un tel contexte, la prise sur beaucoup de gens de ces thématiques, est-ce que ça pourrait pas s'expliquer aussi par le fait que finalement je remplace ce qui m'est impossible de consommer par un choix militant, volontaire, assumé, et que je peux pas me l'offrir, mais en fait ça devient ma volonté que d'être dans la décroissance. Ça pourrait redonner de la fierté à des gens qui se sentent meurtris. Alors vous avez raison, on a parlé du localisme de Marine Le Pen, mais il y a aussi le versant écologique ou écologiste qui peut être mis en action et qui se retrouve déjà dans une partie de cette population. Le fait d'aller sur le Bon Coin, c'est acheter à pas cher ou se faire un peu d'argent en revendant des produits dont on n'a plus l'usage, des objets dont on n'a plus l'usage, mais c'est aussi leur donner une seconde vie et quelque part un peu se départir de cette frénésie de consommation. De la même façon, dans les entretiens qu'on a pu mener sur des gens de milieu modeste qui fréquentent le hard discount et des enseignes comme Lidl disent le juste prix pour le bon produit, ils aussi, c'est des endroits où vous n'avez pas 50 références de yaourts différents, vous en avez une dizaine parce que ça suffit bien et il faut peut-être retrouver un petit peu de bon sens, le bon coin, le bon sens, donc il y a un peu de ça. Donc il y a une bataille qui peut s'engager politiquement entre il y a du chemin à faire encore, les écologistes et Rassemblement national sur cette idée d'économie circulaire relocalisée avec pas mal d'enseignes aussi, je pense notamment d'habits féminins qui se recyclent, etc. Oui, ce que je trouve très intéressant dans l'étude de Jérôme Fourquet, c'est que ça révèle aussi le cercle vicieux de cette société de consommation et qui, à force d'avoir perdu non seulement tout idéal, mais même toute volonté de mettre dans la valeur d'une société autre que marchande, a conduit finalement à refermer le propre piège sur elle-même. Vous parlez bien sûr de l'arrivée de la grande distribution. La grande distribution était aussi un facteur de transformation de l'urbanisme, à la fois subi, mais dans un premier temps choisi et assumé par ceux qui l'ont accompagné, ou que ce soit les promoteurs ou les consommateurs, qui a conduit à s'installer loin des centres-villes et à faire de la grande surface finalement le seul pôle de sociabilité de la semaine. C'est-à-dire qu'on a quitté la proximité qui crée du lien social et même de la mixité sociale, parce que même si bien sûr il y a un quartier plutôt typé socialement, voilà, on y croise des gens parce qu'il y a l'école d'un côté, il y a le commerçant de l'autre, il y a l'immeuble, etc. Donc il y a ce lien qui existait. Et au nom d'une logique marchande, etc., on a construit cette grande distribution en périphérie des villes, qui a fait fuir les gens, et qui a créé aussi de l'anonymat. Et le deuxième point qui est pas important, c'est aussi cette perte d'idéal. Je trouve que c'est très... J'aime bien votre formule quand vous dites qu'on est passé de la messe dominicale à la course, aux courses chez Ikea le dimanche après-midi. Voilà. Après, au-delà des choix personnels, dans un cas, c'est quand même un rassemblement d'une communauté à une fin, au sens propre, transcendante. Mais pardon Guillaume, comment on sort de ce cercle vicieux ?
D'abord, je pense qu'il y a une logique, et ça qui relève de la puissance publique, de retravailler sur l'urbanisme. Je suis convaincu que l'urbanisme est une des grandes clés pour retisser du lien social, pour remettre un peu d'humanité tout simplement dans les villes et donc dans la société. Et assumer une offre de valeur. Alors, on est dans une société pluraliste, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une réalité de personnes d'imposer un modèle de pensée, un modèle de vie, un modèle d'idéal, etc. On est évidemment à l'heure de ce pluralisme et c'est une bonne chose. Mais accepter la pluralité ne veut pas dire interdire toute forme d'idéal. Et vous parliez du fait que les banlieues, les quartiers dits de banlieue, n'aient pas embrayé dans le mouvement des Gilets jaunes. Peut-être, alors il faudrait creuser aussi, mais peut-être aussi parce que se sont mis en place dans ces quartiers-là des visions de substitution, alors, qui sont critiquées parce que ça pose des problèmes en termes de laïcité, en termes de communautarisme, etc., mais qui malgré tout sont une véritable offre alternative au sein de laquelle des populations trouvent... Le communautarisme religieux. Mais enfin, en tout cas, trouvent un équilibre de vie, trouvent un mode de vie qui permet de pallier le vide créé par la société de consommation. Oui. Yael ? Une remarque aussi qu'on peut tirer de votre étude, elle le dit en filigrane, on comprend mieux pourquoi il n'y a pas de débouché politique aujourd'hui aux Gilets jaunes, parce qu'on est dans une société de consommation où chacun va chercher sa consommation, son identité, son statut. Et quelque part, on a vu le délitement progressif du mouvement des Gilets jaunes, où à la fin, c'était un mélange entre moi je veux du pouvoir d'achat, non moi je veux un RIC, non moi je veux ça, non moi je veux ci. Et donc à la fin, on a 2 listes, 3 listes, et des Gilets jaunes éclatés aux européennes. On est bien dans l'archipel. Voilà. Alors, juste là, excusez-moi, sur le débouché politique, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que ce mouvement qui s'est construit sur une revendication de pouvoir d'achat ne s'est jamais tourné contre le patronat. Là aussi, c'est une rupture majeure avec notre contre histoire. l'entreprise. C'était contre l'État et les pouvoirs publics et via la pression fiscale, en disant, moi, mon reste à vivre, il est énormément amputé par la pression fiscale, directe ou indirecte, sur les cigarettes, sur l'essence et les impôts. Mais il est venu à aucun gilet jaune l'idée de dire, mais peut-être si on était plus payé, on aurait plus de reste à vivre. Et donc, vous voyez que, par exemple, les permanences du MEDEF ont été laissées à l'écart dans toutes les villes de province où il y a eu des mouvements. Parce que le syndicat est absent même de ce syndicat est absent. Comme si aussi ces gilets jaunes et le bas de cette classe moyenne avaient intégré dans les métiers qui sont les leurs qu'il n'y avait plus de hausse de salaire possible. En disant, on est dans des petites entreprises, je suis chauffeur routier, mon patron, il se débat comme il peut pour aller chercher les marchés. Je suis femme de ménage dans une collectivité locale, il y a une grille. Et donc, on ne peut pas avoir... Et donc, aujourd'hui, comment je fais ? Soit c'est l'économie de la débrouille. On n'a pas parlé que l'essor de l'auto-entrepreneuriat, qui est célébré par le gouvernement comme les prémices de la Startup Nation. Moi, je pense que c'est beaucoup de gens qui se créent leur job parce qu'ils n'en ont pas. Ou qui cumulent un job auto-entrepreneur avec un temps partiel à côté. Donc, soit on fait ça, soit on fait du bon coin, pour essayer d'avoir des compléments de revenus, mais on ne remet même plus en cause. Et donc là aussi, on est en rupture avec l'histoire ancienne de notre pays, celle du mouvement ouvrier. Romain. J'ai affaire à un plateau de gauchistes. Vous oubliez quelque chose sur la société de consommation. Elle a amené des progrès immenses pour une classe ouvrière qui était exploitée dans des conditions, la paysannerie qui était 45% de la France, mais c'était terrifiant, les heures de travail. Tu me fais, c'était mieux avant, et puis la messe dominicale, mais c'était une horreur. Tu devais obéir au curé, et puis tu devais bosser toute la semaine dans les campagnes. C'était un peu revoir ton histoire, cher Romain. Non, mais c'était extrêmement rude. C'est pour ça que les gens se sont précipités sur les emplois salariés, parce qu'ils bossaient que 8 heures, ils bossaient que 45 heures, ou même, c'était un gain énorme. Et la société de consommation, en augmentant de 8%, qui est dans même les immeubles haussmanniens ou à la campagne, les toilettes, les salles de bain, maintenant c'est 92%. Et c'est normal qu'une partie de la population qui voit qu'ils sont en train de perdre ça, de perdre cet idéal-là, de perdre ce but. Mais Romain, de... mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre arriver à avoir une salle de bain dans son appartement, arriver à pouvoir emmener ses enfants 15 jours en vacances chaque année, et puis d'acheter un smartphone 500 € de plus qu'un autre juste parce qu'il y aura marqué le nom d'une marque dessus? Non, mais Jérôme l'explique très bien. Plaza et
les émissions fait que tu as ta salle de bain, certes, mais s'il y a un mitigeur, maintenant c'est mieux. Si tes toilettes font plus un bruit d'enfer comme avant, on n'accepte plus. C'est-à-dire chacun monte en... frustration relative Il y a permanente. une frustration permanente. Alors, est-ce qu'on peut arriver dans ce système-là À freiner. à freiner ça? la frustration. C'est tout ce qu'on appelle la décroissance. Et vous avez vu ce qui s'est passé sur Ou une les forme de ronds-points. raison, peut-être. De raison, Romain. de décroissance. Par exemple, je me rappelle tout à On peut fait acheter un produit qu'aller d'occasion sans que ce à soit l'école, déshonorant. quand j'allais à l'école communale, le fait d'avoir Un coude. Écoute, des coudières, Comment on dit et ben c'était très mal vu déjà. C'est-à-dire en disant, mais ta mère, elle te tricote encore les pulls et tu mets coudière. Et là, je disais, je t'emmerde. C'est-à-dire de gros, j'assume ce truc-là. Non, mais- J'étais grand, fort et déjà gauchiste Oui, à l'époque. Mais c'est vrai que cette société fait qu'on veut coller à un modèle. Oui, j'entends bien, mais j'ai l'impression que tu réponds aussi un peu à des critiques que personne ne formule. Personne ne dit que globalement, c'était mieux avant. Je pense qu'il y a bien des domaines où, effectivement, on n'a pas été forcément dans le sens du progrès, mais en tout cas, ça vient d'arriver des personnes de dire que, par principe, tout était mieux avant, mais tout n'est pas mieux non plus forcément après. Ensuite, que l'accès à l'hygiène, au confort minimal, ça soit un progrès, c'est évident. Et tout ça, c'est le fruit, pas tant de la société de consommation en tant que telle, mais simplement de la croissance de l'après-guerre qui a apporté cette prospérité à nos sociétés occidentales. Et c'est tant mieux. Bon, alors ensuite, je vois que tu mixes un peu une vision supposée moyenâgeuse d'un monde ancien, là, qui est un peu fantasmé de ta part, mais ça, c'est un autre débat. Voilà, qu'ensuite on ait à s'interroger sur la manière dont on irrigue, dont on apporte du sens à la société dans laquelle on est, c'est une autre question. Et je veux dire que, voilà, ça c'est... Et le sens, Un c'est que dernier mot, Jérôme. Le sens, Jérôme c'est que les Fourquet. gens meurent pas de faim et qu'il y ait le moins d'injustice sociale. Ce sens, il reste toujours. Et du coup, la façon dont les Gilets jaunes ne se sont pas inquiétés du tout de ce qui se passait dans les banlieues, les chômeurs, et tous les incidents qu'on nous a reproché de mettre en avant, les incidents qui ont été permanents avec les plus pauvres. Ce qui montre bien que le souci de la consommation à l'extrême peut pousser aussi à l'oubli des autres. Et je pense que le progrès de la société, alors c'est pas moi qui vais faire maintenant 68 Et heures. le pouvoir d'achat mais est je pense devenu que prioritaire dans les thèmes de campagne sur le chômage. Le chômage a disparu des écrans radars de la campagne. On parle que de pouvoir d'achat, mon pouvoir d'achat. Et vous prenez Jérôme, l'historien M. Cirinelli qui a travaillé sur justement les années des 30 Glorieuses qui ont transformé la France. Il dit avant les 30 Glorieuses, on était dans une société du bonheur différé. Chez les cathos comme chez les communistes, en disant il faut semer avant de récolter et demain sera meilleur que... Et on est aujourd'hui passé à ici et maintenant tout de suite. Et ça change énormément la donne. Alors, je pense qu'on ne reviendra pas dessus. Donc on peut essayer éventuellement de proposer des récits ou des projets qui permettent de ralentir quelque peu, mais c'est quand même une tendance assez profonde et de grande ampleur. Merci Jérôme Fourquet à vous. d'être venu répondre à nos questions sur cette étude passionnante sur l'effondrement d'une grande partie de la classe moyenne, la grande classe moyenne, pour la Fondation Jean Jaurès. Je voudrais vous entendre les uns et